Écoutez comment Donald Trump parle au président européen après 1 heure de retard. Et on va faire la liaison, c'est-à-dire le lien avec l'Afrique. On analyse après. Écoutez la vidéo. Incroyable mes amis, Emmanuel Macron humilié et écarté par Donald Trump lors de l'enterrement du pape François au Vatican mes amis. Il a essayé de se glisser dans les négociations. Trump se fout encore de la gueule de la France. Bon, déjà il s'est permis d'arriver en retard au sommet du G7. Mais attendez, encore pire, regardez sa réaction quand il arrive. Hello, I'm the boss. How are you? Aujourd'hui, c'était la dernière journée du G7 qui se passe à Évian-les-Bains. Tous les chefs d'État du monde sont là. Ce matin, la réunion devait commencer à 9h30. Donald Trump était attendu avec les autres dirigeants. Il n'est pas là. On ne sait pas où il est à ce moment-là. Les autres leaders s'impatientent. Ils sortent. Ils reviennent finalement lorsque, c'est Scott Bessent d'abord qui arrive, le secrétaire au Trésor. On pense que c'est lui qui va représenter les États-Unis à droite d'Emmanuel Macron qui est là. Et finalement, au dernier moment, Thierry, c'est Donald Trump qui débarque. Surprise du président de la République. Oh, President, you're here. Petit échange et on comprend finalement entre les lignes que le président américain peut-être a eu un petit coup de chaud. En tout cas, il fait remarquer que la température... Est-ce que tu l'as entendu? Il rentre, il arrive en retard. Macron, il lui dit hello. Trump, qu'est-ce qu'il lui répond? C'est moi le patron, c'est vraiment ce qu'a dit Donald Trump et il a vraiment lancé cette phrase aux dirigeants du G7 avant une réunion de travail justement à Évian. Il affirme évidemment de lui-même son rôle de leader avant de commencer les discussions, mais le pire c'est que tout le monde lui mange dans la main. Il est même arrivé en retard de quelques minutes, même une bonne heure je dirais, et au final personne n'a rien dit, tout le monde l'a salué, tout sourire, bonjour monsieur Trump. Et en fin de compte, j'ai presque l'impression qu'il a raison quand il dit I am the boss. J'avais un doute les gens, mais c'est bien ce que je pensais. Après 1 heure de retard, Donald Trump a dit c'est moi le patron en arrivant au G7 face à tous ses dirigeants dont Emmanuel Macron. J'avais un doute par rapport au fait qu'il était en retard. J'avais juste parlé du fait qu'il était arrivé en disant que c'était lui le boss, mais en fin de compte c'était après 1 heure d'attente de la part de tout le monde qu'il a débarqué en disant c'est moi le boss. Donald Trump a encore joué la carte du patron au G7. Nous sommes le 18 juin 2026 et hier, au dernier jour du sommet organisé à Évian, le président américain est arrivé avec près d'1 heure de retard à une réunion de travail consacrée à l'aide internationale au développement. Tous les autres dirigeants étaient déjà assis autour de la table, mais Donald Trump n'a présenté aucune excuse. À la place, lorsqu'il est arrivé, il a simplement lancé I'm the boss, autrement dit c'est moi le patron, avant d'afficher un large sourire. La phrase a d'ailleurs provoqué plusieurs rires polis dans l'assistance. Emmanuel Macron n'a pas relevé le retard du président américain, il lui a simplement serré la main en lui demandant comment allez-vous. Je suis le boss, c'est le mot qu'a lancé le président Donald Trump une fois arrivé sur l'émission sur le plateau G7 Média. Il était attendu plus d'1 heure du temps de retard et voilà le président Donald Trump qui arrive en lançant un mot. Je suis le boss, I'm the boss en anglais, comme ça veut dire je suis le boss. En présence du président Emmanuel Macron, il lance encore un mot très épique, un mot qui fait couler les encres actuellement dans le monde entier et surtout en France en ce moment. Un mot que beaucoup pensent humiliant, en train d'humilier le président Emmanuel Macron. Mais la famille, le président Donald Trump n'arrête pas, il ne veut pas limiter les frontières jusqu'à présent. Il est là pour épiquer, pour donner des mots forts à ses adversaires, à tous les présidents qui sont autour et surtout parlant des présidents européens. Il veut se montrer meilleur, il se dit meilleur que tous. Donc nous allons regarder la vidéo jusqu'à la fin pour décortiquer les faits et voir tous les discours qui ont été lancés sur l'émission G7 Média, la famille. Il arrive en retard, pas de 10 minutes, pas d'1 quart d'heure, d'1 heure entière. Et lorsqu'il pousse enfin les portes de la salle, il ne s'excuse pas, il ne baisse pas les yeux. Il parcourt la pièce du regard, laisse le silence s'installer quelques secondes et prononce 3 mots qui vont faire le tour de la planète avant même que la réunion ne commence. I am the boss. Je suis le patron. Voilà ce que Donald Trump a lancé aux dirigeants réunis à Évian, devant les caméras, devant les micros, devant les chefs d'État qui avaient attendu sagement pendant 60 minutes. Et le pire dans tout ça, absolument personne n'a pipé mot. Bienvenue dans le monde réel de la diplomatie internationale en 2025. Un monde où le protocole ne vaut plus rien, où les règles centenaires du sommet du G7 s'effacent devant la personnalité d'un seul homme, et où les dirigeants des nations les plus puissantes de la planète sourient, tendant la main et murmurent poliment « Bonjour, monsieur Trump ».
Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va probablement vous mettre hors de vous. Ou peut-être, et c'est encore plus troublant, va-t-il vous amener à vous demander si Trump n'a pas, quelque part, fondamentalement raison. Parce que la vraie question n'est pas de savoir si c'est correct ou non de se déclarer le patron du monde. La vraie question est celle-ci. Quand personne ne contredit celui qui dit « je suis le chef », est-ce que ça ne le rend pas, de fait, le chef ? Cette question va nous accompagner tout au long de cette vidéo et je vous promets que la réponse, au bout du chemin, est bien plus dérangeante que vous ne l'imaginez. Commençons par reconstituer la scène exactement telle qu'elle s'est passée. Le G7 est l'un des forums diplomatiques les plus puissants de la planète. Autour de cette table, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada, l'Italie et le Japon. 7 économies qui représentent ensemble près de la moitié du PIB mondial. 7 dirigeants qui théoriquement se retrouvent sur un pied d'égalité. C'est le fondement même du format. Pas de hiérarchie officielle, pas de président permanent, une présidence tournante qui change chaque année. C'est de la collégialité institutionnalisée. Du moins, c'est ce que les textes disent. La réalité est bien différente. Et ce jour-là, à Evian, cette réalité a éclaté en plein visage de tous ceux qui regardaient. Trump est arrivé avec 1 heure de retard. Les équipes de sécurité avaient pourtant établi un calendrier précis. Les Sherpas avaient planifié chaque minute. Les délégations des autres pays attendaient. Leurs dirigeants attendaient. Et Trump, lui, a finalement franchi la porte comme si de rien n'était, avec cette assurance qui lui est propre, presque nonchalante, et il a dit ce qu'il pensait tout bas, probablement, depuis des années. I am the boss. Ce n'est pas un lapsus, ce n'est pas une blague, c'est une déclaration politique en 3 mots. Réfléchissez une seconde à ce que cela implique. Vous êtes le Premier ministre britannique ou le chancelier allemand. Vous avez attendu 60 minutes dans une salle de conférence. Votre agenda de la journée a été décalé. Vos collaborateurs sont tendus. Et l'homme responsable de tout ça entre en se déclarant qu'il est votre patron. Qu'est-ce que vous faites? Vous le recadrez publiquement? Vous lui demandez des comptes devant les caméras? Ou bien vous souriez, vous lui serrez la main et vous lui dites « Bonjour Monsieur Trump », comme si rien ne s'était passé? Les images nous donnent la réponse. Et cette réponse est aussi éloquente que troublante. Mais avant d'analyser pourquoi tout le monde s'est tu, il faut comprendre le contexte géopolitique dans lequel cet épisode s'est produit. Parce que Trump n'est pas arrivé à Evian en position de faiblesse. Loin de là. Il revenait d'une série de triomphes diplomatiques, au moins dans la narration qu'il en faisait lui-même, et plus important encore, il revenait avec des cartes économiques majeures dans la main. Les droits de douane. L'arme commerciale qu'il avait remise au goût du jour avec une efficacité redoutable. Chacun des pays présents autour de cette table savait que Trump pouvait, d'un tweet ou d'un décret, leur causer des milliards de dollars de préjudice commercial. Dans ce contexte-là, I am the boss n'est pas seulement une provocation. C'est presque une information économique. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que l'hégémonie américaine sur le G7 n'est pas une invention trumpienne. Elle est structurelle. Elle est historique. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont été le pôle autour duquel tout l'Occident s'est organisé. Le dollar est la monnaie de réserve mondiale. L'OTAN est protégée par le parapluie militaire américain. Les institutions de Bretton Woods ont été taillées sur mesure pour servir les intérêts de Washington. Pendant des décennies, les présidents américains ont exercé ce leadership avec une certaine élégance, une certaine retenue dans la forme, même quand le fond était brutal. Trump, lui, supprime simplement la forme. Il dit tout haut ce que la structure dit tout bas depuis 80 ans. Ce qui choque dans I am the boss, ce n'est donc pas le fond. C'est la brutalité de la mise en scène. C'est le fait que cette vérité inavouable, ce rapport de force tacitement accepté par tous, soit subitement prononcé à voix haute, sans filtre, sans gants diplomatiques. Et le silence des autres dirigeants, ce silence assourdissant que vous avez peut-être vu dans les extraits qui ont circulé, ce silence n'est pas de la lâcheté. Enfin, pas uniquement. C'est aussi la reconnaissance implicite d'une réalité géopolitique que personne ne peut effacer d'un discours ou d'une protestation symbolique. Cela dit, réduire la scène à une simple confirmation d'hégémonie américaine serait trop facile. Parce qu'il y a quelque chose d'autre à l'œuvre ici. Quelque chose de plus personnel, de plus psychologique, de plus trumpien dans le sens propre du terme. Donald Trump a une théorie du leadership qui est cohérente depuis au moins 40 ans. Elle est exposée dans ses livres, dans ses interviews, dans sa façon de gérer ses entreprises et maintenant dans sa façon de gérer la politique internationale. Cette théorie, on peut la résumer ainsi. La force appelle le respect, et le respect est la seule monnaie qui compte vraiment.
Dans cette vision du monde, arriver en retard n'est pas une marque d'irrespect. C'est une démonstration de statut. Celui qui fait attendre est celui qui a le pouvoir. Celui qui attend est celui qui en manque. C'est presque une loi de la nature dans la culture trumpienne du pouvoir. Et « I am the boss », prononcé dans ces conditions précises, est moins une agression qu'une vérification. Trump teste en temps réel si son leadership est accepté ou contesté. Personne ne l'a contesté. Le test est concluant. Maintenant, parlons de ce silence collectif avec plus de précision, parce qu'il serait injuste de présenter les dirigeants présents comme de simples spectateurs passifs de leur propre humiliation. Chacun d'eux a fait un calcul rationnel dans une fraction de seconde et a décidé que le coût d'une confrontation publique dépassait largement le bénéfice symbolique qu'elle aurait pu apporter. Prenons Emmanuel Macron par exemple. Le président français a la réputation d'être celui qui s'est le plus directement mesuré à Trump, avec cette fameuse poignée de main-bras de fer qui avait fait le tour du monde lors du premier mandat. Cette fois-là, il avait répondu au langage de Trump avec le même langage. Mais ce moment-là aussi, à Évian, il a souri. Pourquoi ? Parce que le contexte a changé, les enjeux ont changé, et peut-être que la stratégie a changé. Car voilà ce que les observateurs de la scène diplomatique internationale savent et que les images nucléaires ne montrent pas. Ce qui se passe derrière les caméras est souvent radicalement différent de ce qui se passe devant. Les hauts fonctionnaires, les conseillers, les sherpas de chaque délégation travaillent dans l'ombre pour faire avancer des positions, pour gagner des concessions, pour protéger des intérêts économiques et stratégiques. Et parfois, le meilleur moyen d'obtenir ce qu'on veut en privé, c'est de laisser l'autre croire qu'il domine en public. Ce n'est pas de la soumission, c'est de la stratégie. Mais même avec cette lecture favorable, on ne peut pas s'empêcher d'éprouver un malaise. Parce que la diplomatie n'est pas seulement une affaire de résultats, elle est aussi une affaire de symboles, de signaux, de précédents. Et le précédent créé à Évian ce jour-là est inquiétant. Si le leader de la première puissance mondiale peut se déclarer ouvertement le patron de ses alliés, sans la moindre protestation, qu'est-ce que cela dit aux autres acteurs de la scène internationale? Qu'est-ce que Pékin retient de cette scène? Qu'est-ce que Moscou en tire comme enseignement? Qu'est-ce que les pays du Sud global, qui regardent ce G7 avec un mélange de fascination et de méfiance, comprennent de cette démonstration de force unilatérale? La réponse à ces questions est peut-être la partie la plus importante de cette analyse. Parce que le G7, contrairement à ce que son prestige pourrait laisser croire, n'est pas une institution invulnérable. Sa légitimité repose sur la conviction que les grandes démocraties libérales peuvent se coordonner, débattre et agir collectivement pour le bien commun. Si cette coordination devient une fiction, si la réunion n'est plus qu'une mise en scène où un seul homme décide et les autres approuvent, alors l'institution perd sa raison d'être. Elle devient un conseil d'administration dont le PDG a décidé seul de tout et où les autres membres du conseil sont là pour signer en bas de page. Ce scénario n'est pas hypothétique. Il se dessine depuis plusieurs années et Évian en a offert une illustration particulièrement crue. Les communiqués finaux du G7 sous l'ère Trump sont rédigés dans des formules de plus en plus vagues, de plus en plus creuses, pour masquer les désaccords profonds qui existent entre les États-Unis et leurs partenaires sur le commerce, le climat, l'aide internationale et la sécurité collective. On joue la comédie de l'unité pour préserver la forme, mais la substance s'évapore à vue d'œil. Et pourtant, il y a une autre façon de regarder tout ça. Une façon qui dérange profondément les puristes du droit international et de la diplomatie multilatérale, mais qui a le mérite d'être honnête. Peut-être que Trump, en brisant les codes, en disant l'indicible, en arrivant en retard et en se proclamant patron, est en train de faire quelque chose d'utile à sa façon brutale et indélicate. Peut-être qu'il force le monde à regarder en face des réalités que la politesse diplomatique avait permis d'occulter pendant des décennies. La puissance américaine est réelle. La dépendance des alliés européens vis-à-vis des États-Unis, que ce soit sur le plan militaire, technologique ou financier, est réelle. Le fait que le G7 n'ait jamais vraiment fonctionné sur un pied d'égalité absolue est réel. Trump ne crée pas ces inégalités. Il les révèle, et dans un monde où la transparence est, dit-on, une valeur cardinale, peut-être faut-il lui reconnaître, à contre-cœur, une forme perverse de sincérité. Mais même cette concession ne doit pas nous faire perdre de vue l'essentiel. Parce que la différence entre révéler une vérité et l'exploiter cyniquement n'est pas anodine. Trump ne dénonce pas le déséquilibre du G7 pour mieux le corriger. Il l'utilise pour asseoir une domination personnelle et nationale qui sert d'abord ses propres intérêts politiques et commerciaux. I am the boss n'est pas un diagnostic, c'est une revendication de pouvoir. Et la différence entre les deux est exactement la différence entre un médecin qui vous dit que vous êtes malade et un charlatan qui vous dit que lui seul peut vous soigner. Alors, que faire face à ça? Que peuvent faire concrètement les dirigeants européens, japonais,
canadien qui se retrouvent dans cette situation inconfortable d'alliés subordonnés face à un partenaire qui ne cache plus sa conception pyramidale des relations internationales. Cette question est au cœur des réflexions stratégiques dans les capitales européennes depuis plusieurs années maintenant. Et les réponses sont loin d'être simples. La première option, c'est l'accommodation. Jouer le jeu, sourire, serrer la main, laisser Trump occuper le devant de la scène en espérant obtenir des concessions sur des sujets concrets. C'est clairement la stratégie visible à Évian. Le problème de cette approche, c'est qu'elle a un coût politique interne considérable. Aucun dirigeant européen ne peut se permettre de rentrer dans son pays et d'expliquer à ses électeurs qu'il a souri pendant qu'un président américain se proclamait son patron. La politique intérieure finit toujours par rattraper la diplomatie étrangère. La deuxième option, c'est la confrontation. Dire non, hausser la voix, refuser de valider la mise en scène. C'est séduisant en théorie. C'est même parfois nécessaire. Mais dans le contexte actuel, avec les droits de douane comme épée de Damoclès, avec la dépendance technologique et militaire comme réalité de fond, cette confrontation a des limites très concrètes. Elle peut servir à envoyer un signal politique fort sur le plan intérieur. Mais elle risque de se traduire par des représailles économiques qui touchent directement les populations.